Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bien qu'un petit peu fatigué, mais on est là. Ça fait plaisir hein, de pouvoir faire un petit peu d'ASMR parce que je travaille très tôt en ce moment. Mais là cette semaine, enfin, en tout cas aujourd'hui je peux. Dimanche je peux pas, mais voilà. Là je peux autant faire un petit ASMR. On s'était quitté sur la dispute entre Harry et Ron, qui était une grosse dispute à cause de parce que Ron avait leur crux autour du cou et du coup il a carrément comment dire quitté le camp, donc ce qui veut dire qu'il ne pourra jamais revenir puisqu'il se déplace, on le rappelle, tous les jours, donc bah, dès qu'ils seront partis il n'aura aucun moyen de revenir, donc c'est très triste. Voilà. Chapitre 16. Godric's Hollow. Lorsque Harry se réveilla le lendemain matin, il lui fallut plusieurs secondes pour se rappeler ce qu'il s'était passé. Il eut alors l'espoir puéril qu'il s'agissait d'un rêve, que Ron était toujours là, et qu'il n'était jamais parti. Pourtant, en tournant la tête sur son oreiller, il vit son lit abandonné. Ses yeux semblaient attirés par cette couchette vide comme par un cadavre. Harry sauta à bas de son propre lit, en évitant de regarder celui de Ron. Hermione, qui savait déjà dans la cuisine, ne lui dit pas bonjour et détourna vivement la tête lorsqu'il passa à côté d'elle. Il est parti, songea Harry. Il est parti. Il dut se le répéter pendant qu'il se lavait et s'habillait, comme si cela pouvait atténuer le choc. Il est parti, et il ne reviendra pas. C'était la vérité pure et simple. Harry ne pouvait l'ignorer car, une fois qu'ils auraient quitté cet endroit, leur sortilège de protection empêcherait Ron de les retrouver. Ils prirent leur petit déjeuner en silence. Hermione avait les yeux rouges et bouffis. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. Ils virent leur bagage, mais Hermione traînait. Harry savait pourquoi. Elle tenait tant à s'attarder au bord de cette rivière. À plusieurs reprises, il la vit lever les yeux d'un air fébrile. Elle avait eu l'illusion d'entendre un bruit de pas sous la pluie battante. Mais aucune tête aux cheveux roux n'apparaissait entre les arbres. Chaque fois que Harry l'imitait, qu'il jetait soudain un regard par-dessus son épaule, car il ne pouvait s'empêcher de conserver lui-même un petit espoir. Il ne voyait que les arbres balayés par la pluie. Une nouvelle parcelle de fureur l'explosait en lui. Il entendait encore Ron lui dire « On croyait que tu savais ce que tu faisais ». Et il continuait à emballer ses affaires l'estomac noué. La rivière boueuse à côté d'eux montait rapidement et bientôt ses eaux déborderaient. Il avait déjà dépassé d'une bonne demi-heure le moment où ils quittaient habituellement leur campement. Enfin, après avoir vidé et rempli 3 fois de suite le sac en perles, Hermione ne sembla plus trouver aucune raison de s'attarder davantage. Harry et elle se prirent alors la main et transplanèrent, réapparaissant au flanc d'une colline couverte de bruyère et battue par le vent. À l'instant même où elles arrivèrent, Hermione lâcha la main de Harry et s'éloigna de lui. Elle finit par s'asseoir sur un gros rocher, le front sur les genoux, secouée de sanglots. Harry la regarda, en pensant qu'il devait aller à la réconforter, mais quelque chose le clouait sur place. Tout en lui semblait froid et tendu. Il revit en pensée l'expression de mépris sur le visage de Ron. Harry se mit à marcher à grands pas dans la bruyère et décrivit un large cercle dont la malheureuse Hermione était le centre, prononçant lui-même les formules des sortilèges qu'elle se chargeait habituellement de jeter pour assurer leur protection. Dans les jours qui suivirent, ils ne parlèrent pas du tout de Ron. Harry était décidé à ne plus jamais prononcer son nom, et Hermione savait qu'il était inutile d'aborder le sujet. Parfois cependant, il l'entendait pleurer la nuit, quand elle le croyait
de l'examiner à la lueur de sa baguette. Il attendait le moment où le point portant le nom de Ron ressurgirait dans les couloirs de Poudlard, prouvant qu'il était de retour dans le confortable château où elle serait protégée par son statut de sang pur. Mais Ron n'apparaissait pas sur la carte, et au bout d'un certain temps, Harry ne la sortit plus que pour voir le nom de Ginny dans les dortoirs des filles, en se demandant si l'intensité de son regard pouvait la visiter dans son sommeil, lui faire savoir d'une manière ou d'une autre qu'il pensait à elle, espérait qu'elle allait bien. Ils consacraient leur journée à tenter de déterminer où pouvait bien se trouver l'épée de Gryffondor, mais plus ils évoquaient les endroits où Dumbledore aurait pu la cacher, plus leur spéculation devenait excessivement désespérée. Il avait beau se creuser la cervelle, ne parvenait à se souvenir que Dumbledore ait jamais mentionné un lieu quelconque dans lequel il aurait eu l'idée de dissimuler quelque chose. Parfois, il ne savait pas si c'était contre Ron, contre Dumbledore, qu'il était le plus en colère. On croyait que tu savais ce que tu faisais. On croyait que Dumbledore t'avait expliqué comment t'y prendre. On croyait que tu avais un véritable plan. Il ne pouvait se le cacher, Ron avait raison. Dumbledore l'avait laissé pratiquement sans rien. Ils avaient découvert un Horcrux, mais ils ne disposaient d'aucun moyen de le détruire. Quant aux autres, ils étaient toujours aussi inaccessibles. Le désespoir menaçait de le submerger. Il était atterré à présent, en repensant à sa présomption, lorsqu'il avait accepté la proposition de ses amis de l'accompagner dans ce vagabondage dérisoire, incohérent. Il ne savait rien, n'avait aucune idée, et restait constamment, douloureusement, à l'affût du moindre signe indiquant qu'Hermione, elle aussi, s'apprêtait à lui annoncer qu'elle en avait assez et qu'elle s'en allait. Ils passaient la plupart de leur soirée dans un silence presque total, et Hermione avait maintenant pris l'habitude de sortir le portrait de Phineas Négulus qu'elle posait debout sur une chaise, comme s'il pouvait remplir en partie le vide laissé par le départ de Ron. En dépit de son affirmation qu'il ne reviendrait plus jamais les voir, Phineas n'avait pas pu résister au désir d'en savoir plus sur ce que Harry préparait, et il consentait ainsi à réapparaître de temps à autre, son bandeau sur les yeux. Harry était même content de le voir, car il lui tenait compagnie, même s'il était du genre narquois et persifleur. Il se délectait des nouvelles en provenance de Poudlard, bien que Phineas ne fût pas l'informateur idéal. Il vénérait Rogue, le premier directeur issu de Serpentard depuis que lui-même avait dirigé l'école, et il devait prendre garde à ne pas le critiquer ou à ne pas poser de questions impertinentes à son sujet, sinon Phineas quittait instantanément son tableau. Parfois, cependant, il laissait échapper quelques brides d'informations. Rogue devait apparemment faire face à une mutinerie constante qui venait de la base et était menée par un noyau dur d'élèves. Ginny n'avait plus le droit d'aller à Préolard. Rogue avait par ailleurs remis en vigueur l'ancien décret d'ombrage interdisant les rassemblements de 3 élèves ou plus, ainsi que toute association non officielle. De tout cela, Harry avait déduit que Ginny, et sans doute avec elle Neville et Luna, avaient fait de leur mieux pour perpétrer l'armée de Dumbledore. Ces maigres nouvelles lui tenaient une telle envie de voir Ginny qu'il en éprouvait comme un mal de ventre. Mais elle le faisait également penser à Ron et à Dumbledore, et aussi à Poudlard qui lui manquait presque autant que son ex-petite amie. Tandis que Phineas Négulus parlait des mesures disciplinaires imposées par le nouveau directeur, Harry eut même, pendant une fraction de seconde, une pensée folle. Imaginons qu'il pourrait tout simplement retourner à Poudlard pour participer à la déstabilisation du régime de Rogue. Être nourri, avoir un lit douillet, avec des gens qui prendraient tout en charge, lui semblait dans cet instant la plus merveilleuse perspective du monde. Mais il se rappela alors qu'il était l'un des
l'indésirable numéro 1, que sa tête était mise à prix pour 10 000 galions, et qu'entrer à Poudlard ces temps-ci était à peu près aussi dangereux que de pénétrer dans le ministère de la magie. Par inadvertance, Phineas Négulus souligna ce fait en glissant quelques questions pièges pour essayer d'en savoir plus sur l'endroit où Harry et Hermione se trouvaient. À chaque fois qu'il agissait ainsi, Hermione le remettait aussitôt dans son sac en perles et Phineas refusait invariablement de réapparaître pendant plusieurs jours, vexé d'avoir été congédié par une telle brusquerie. Il faisait de plus en plus froid. Harry et Hermione n'osaient pas rester trop longtemps dans la même région, et plutôt que de s'attarder dans le sud de l'Angleterre, où ils n'avaient pas plus grave souci que la dureté du sol gelé, ils continuèrent à vagabonder dans tout le pays, bravant la neige fondue, qui martela leurs tentes au flanc d'une montagne, un vaste marécage qui les inonda d'eau glacée, une île minuscule au centre d'un loch écossais, où ils furent à moitié ensevelis sur la neige au cours de la nuit. Déjà, ils avaient vu briller les premiers arbres de Noël aux fenêtres des maisons, lorsque Harry résolut un soir de suggérer à nouveau ce qui lui semblait la seule piste encore inexplorée. Il venait de terminer un repas exceptionnellement savoureux. Hermione s'était rendue dans un supermarché sous la cape d'invisibilité. En partant, elle avait scrupuleusement jeté l'argent sur le tiroir ouvert d'une caisse de la caisse enregistreuse. Et Harry pensait qu'elle serait peut-être plus influençable par un ventre rempli de spaghettis bolognaise et de poire au sirop. Par précaution, il avait également proposé exceptionnellement quelques heures de porter leur crux. Il avait accroché au-dessus du lit, à côté de lui. Hermione. Elle était pelotonnée. Et coucou Salamzet, comment tu vas? Bonsoir. Elle était pelotonnée dans un des fauteuils défoncés, plongée dans les contes de Beedle le barde. Il avait du mal à imaginer qu'elle pouvait bien encore tirer de ce livre qui, après tout, n'était pas si long. Mais de toute évidence, elle avait à nouveau trouvé quelque chose à y déchiffrer, car le syllabaire, lune rousse, était ouvert sur le bras du fauteuil. Pas bien tranquillou. Harry s'éclaircit la gorge. Il ressentit exactement la même chose que le jour où, plusieurs années auparavant, il avait demandé au professeur McGonagall s'il pouvait aller à Préola, bien qu'il n'eût pas réussi à convaincre les Dursley de lui signer son autorisation de sortie. Hermione, j'ai réfléchi et... Harry, est-ce que tu pourrais m'aider? Apparemment, elle ne l'avait pas écouté. Elle se pencha en avant et lui tendit les contes de Beedle le barde. Regarde ce symbole, dit-elle, en montrant le haut d'une page. Au-dessus de ce qui semblait être le titre de l'histoire, étant incapable de lire les runes, il ne pouvait pas en être sûr. Il vit une image représentant une sorte d'œil triangulaire, la pupille barrée d'un trait vertical. Je n'ai jamais étudié les runes anciennes, Hermione. Je sais, mais ce n'est pas une rune, et ce symbole ne figure pas dans le syllabaire. J'ai toujours pensé qu'il représentait un œil, mais finalement, je crois que ce n'est pas ça. Il a été tracé à l'encre. Regarde, quelqu'un l'a dessiné là. Ça ne fait pas partie du livre. Réfléchis. Est-ce que tu l'as déjà vu quelque part? Non. Non. Attends. Harry regarda plus attentivement. Ce ne serait pas le même signe que le père de Luna portait autour du cou. C'est ce que je pensais. Alors, c'est la marque de Grindelwald. Elle le regarda bouche bée. Quoi? Krum m'a dit. Il lui répéta l'histoire de Victor Krum lui avait racontée au mariage et Hermione parut abasourdie. La marque de Grindelwald. Elle regarda alternativement Harry et l'étrange symbole. Je n'ai jamais entendu dire que Grindelwald avait une marque. On n'en parle nulle part dans tout ce que j'ai lu sur lui. Comme je te l'ai dit, Krum affirme que ce symbole était gravé sur son mur à Durmstrang et pense que c'est Grindelwald qui l'a mis là. Hermione se laissa retomber au fond de son vieux fauteuil, les sourcils froncés. C'est vraiment bizarre.
S'il s'agit d'un symbole de magie noire, qu'est-ce qu'il fait dans un recueil de contes pour enfants? Bizarre, en effet, admet Harry, et on pourrait penser que Scrimgeour l'aurait reconnu en tant que ministre, et il aurait dû être expert en matière de magie noire. Je sais, peut-être a-t-il pensé, comme moi, que c'était tout simplement un œil. Toutes les autres histoires ont des petits dessins au-dessus du titre. Elle se tut et continua de contempler l'étrange marque. Harry fit une nouvelle tentative. Hermione, j'ai réfléchi. Je veux aller à Godric's Hollow. Elle leva la tête, mais elle avait le regard vague. Et Harry était persuadé qu'elle pensait toujours au mystérieux symbole du livre. Oui, dit-elle, oui, moi aussi, je me suis posé la question. Je pense vraiment qu'il faut y aller. Tu as bien entendu ce que je viens de te dire, insista Harry. Bien sûr, tu veux aller à Godric's Hollow, et je suis d'accord avec toi. De toute façon, je ne vois pas quel autre endroit elle pourrait se trouver. Ce serait dangereux, mais plus j'y pense, plus il me semble probable qu'elle soit là-bas. Que quoi soit là-bas? Hermione parut aussi déconcertée que lui. Voyons, Harry, l'épée. Dumbledore devait savoir que tu voudrais y retourner, et en plus, Godric's Hollow est le lieu de naissance de Godric Gryffondor. Vraiment, Gryffondor était originaire de Godric's Hollow. Harry, t'est-il jamais arrivé d'ouvrir l'histoire de la magie? Il eut l'impression qu'il souriait pour la première fois depuis des mois. Les muscles de son visage lui paraissaient étrangement raides. J'ai dû y jeter un coup d'œil quand je l'ai acheté. Ce jour-là, c'est tout. On a donné son nom au village. Je pensais donc que tu aurais fait le rapprochement, répliqua Hermione. Elle semblait beaucoup plus proche à présent de sa véritable personnalité qu'elle ne l'avait été ces derniers temps. Harry s'attendait presque à l'entendre annoncer qu'elle allait tout de suite voir à la bibliothèque. Il y a un passage sur le village dans l'histoire de la magie à temps. Elle ouvrit le sac en perles et y fouilla un certain temps. Enfin, elle en sortit un exemplaire de leur vieux manuel scolaire intitulé « Histoire de la magie par Bathilde à Tour de Sac » et le feuilleta pour trouver la page qu'elle cherchait. Après la signature du Code international du secret magique en 1889, les sorciers se cachèrent définitivement. Il était sans doute naturel qu'ils forment alors leur petite communauté au sein de la grande. De nombreux villages et hameaux attirèrent ainsi des familles magiques qui s'associèrent pour s'assurer leur protection et s'apporter une aide mutuelle. Les villages Tinworth en Cornouailles, Flagley-le-Haut dans le Yorkshire et Loutry, Saint-Chapspool sur le côté sud de l'Angleterre devinrent les lieux de résidence bien connus de familles de sorciers qui vivaient parmi les moldus tolérants et parfois soumis à des sortilèges de confusion. Le plus fameux de ces endroits semi-magiques est sans doute Godric's Hollow, un village du sud-ouest de l'Angleterre, lieu de naissance du grand sorcier Godric Gryffondor, et où Bowman White, l'ensorceleur de métaux, forgea le premier vif d'or. Le cimetière est rempli de noms d'antiques familles de sorciers, et c'est sans doute là qu'il faut voir l'origine des histoires de fantômes attachés pendant des siècles à la petite église locale. Tes parents et toi, vous n'êtes pas cités, dit Hermione en refermant le livre, parce que la période étudiée par le professeur Tour-de-Sac ne dépasse pas la fin du XIXe siècle. Mais tu vois, Godric's Hollow, Godric Gryffondor, l'épée de Gryffondor, tu ne crois pas que Dumbledore s'attendait à ce que tu fasses le rapport? Ah, oui, bien sûr. Harry ne voulut pas l'avouer, mais il n'avait pas du tout pensé à l'épée lorsqu'il avait suggéré d'aller à Godric's Hollow. Ce qui l'attirait dans ce village, c'était la tombe de ses parents, la maison où il avait échappé de peu à la mort, et à la présence de Bathilde à Tour de Sac. Tu te souviens de ce que Muriel a dit? Demanda-t-il enfin. Qui? Tu sais bien, répondit-il hésitant. Il ne voulait pas prononcer le nom de Ron. La grande-tante de Ginny au mariage, celle qui trouvait que tu avais les chevilles trop maigres. Ah oui,
se rappelait Hermione. Ce fut un moment délicat. Harry savait que le nom de Ron flottait dans l'air, et il se hâta de poursuivre. Elle a dit que Bathilda Tourtesac habite toujours Godric's Hollow. Bathilda Tourtesac, murmura Hermione en caressant de l'index le nom gravé sur la couverture de l'histoire de la magie. J'imagine. Elle lui soutint un haut le cœur si violent que Harry sentit ses entrailles chavirer. Elle tira sa baguette et se retourna vers l'entrée de la tente, s'attendant presque à voir une main se glisser à travers le rabat de la toile, mais il n'y avait rien. Quoi? Dit-il, moitié en colère, moitié soulagé. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai cru que tu avais vu un mange-mort. Harry, et si c'était Bathilda qui avait l'épée, si Dumbledore le lui avait confié? Harry réfléchit à cette hypothèse. Bathilda devait être très âgée et selon Muriel complètement gaga. Était-il possible que Dumbledore ait caché l'épée de Gryffondor chez elle? Si c'était le cas, il s'en serait remis un peu trop à la chance. Jamais Dumbledore ne lui avait révélé avoir remplacé l'épée par une copie, et jamais il n'avait évoqué une quelconque amitié avec Bathilda. Mais le moment n'était pas venu de jeter le doute sur la théorie d'Hermione alors qu'elle lui fait cette excellente surprise d'approuver son vœu le plus cher. Oui, c'est peut-être ce qu'il s'est passé. Alors on part pour Godric's Hollow? Oui, mais il faut qu'on se prépare très soigneusement, Harry. Elle s'était redressée dans son fauteuil à présent, et Harry voyait que la perspective de mettre au point un nouveau plan lui remontait autant le moral qu'à lui-même. C'est quoi ce jeu? Catch. Ah oui, jump catch, ok. Pour commencer, nous devons nous entraîner à transplaner ensemble sous la cape d'invisibilité. Ensuite, des sortilèges de désillusion me seraient peut-être utiles, à moins que tu ne veuilles jouer le grand retour et recouvrir au polynectar. Dans ce cas, nous aurons besoin de cheveux de quelqu'un. Au fait, je crois que ce serait la bonne solution, Harry. Plus notre déguisement sera impénétrable, mieux cela vaudra. Harry la laissa parler, la de tête chaque fois qu'elle faisait une pause, mais son esprit était bien loin de la conversation. Pour la première fois depuis qu'il avait appris que l'épée de Gryffondor était un faux, il éprouvait un nouveau sentiment d'exaltation. Il allait revenir chez lui, revenir à l'endroit où il avait eu une famille. S'il n'y avait pas eu Voldemort, c'était à Godric's Hollow qu'il aurait grandi et passé toutes ses vacances. Il aurait invité des amis dans sa maison. Peut-être aurait-il eu des frères ou des sœurs. Le cadeau de son 17e anniversaire aurait été préparé par sa mère. La vie qu'il avait perdue ne lui avait jamais semblé aussi réelle qu'en cet instant où il savait qu'il allait revoir le lieu dans lequel on l'en avait privé. Ce soir-là, après qu'Hermione se fut couchée, Harry sortit silencieusement son sac à dos du sac en perles et alla chercher l'album de photos que Hagrid lui avait offert il y a déjà si longtemps. Pour la première fois depuis des mois, il contemplait les vieilles images sur lesquelles ses parents lui souriaient et lui adressaient des signes de la main. C'était tout ce qui lui restait d'eux maintenant. Harry serait volontiers parti pour Godric's Hollow dès le lendemain, mais Hermione avait une autre idée. Convaincue que Voldemort s'attendait à ce que Harry revienne sur le lieu où ses parents étaient morts, elle avait résolu de s'y rendre sous le meilleur déguisement possible. Aussi n'accepta-t-elle d'entreprendre le voyage qu'une semaine plus tard, après qu'ils eurent subtilisé quelques cheveux à des moldus innocents pendant leurs achats de Noël, et se fut entraînée à transplaner ensemble sous la cape d'invisibilité. Ils devaient transplaner dans le village, sous le couvert de l'obscurité. Ce fut donc en fin d'après-midi qu'ils avalèrent le polynectar. Harry se transforma dans un moldu d'âge mûr au crâne dégarni. Hermione en sa petite épouse aux allures de souris. Le sac en perles qui contenait toutes leurs affaires, en dehors de l'Horcrux que Harry portait autour du cou, avait été cassé dans une poche de manteau d'Hermione, boutonnée jusqu'au cou. Harry déploya sur eux la cape d'invisibilité, puis ils pivotèrent
refermèrent sur eux-mêmes, s'enfonçant à nouveau dans les ténèbres oppressantes. Le cœur lui remonta à la gorge. Harry ouvrit les yeux. Il se tenait par la main, dans une allée couverte de neige, sous un ciel d'un bleu sombre dans lequel les premières étoiles du soir commençaient à scintiller faiblement. Des maisonnettes portaient de chaque côté le chemin étroit, des décorations de Noël étincelant à leurs fenêtres. Un peu plus loin, des réverbères aux lueurs dorées indiquaient le centre du village. Toute cette neige, murmura Hermione sous la cape. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé? Après avoir pris toutes ces précautions, voilà que nous allons laisser nos empreintes. Il va falloir les effacer. Mets-toi devant, je m'en charge. Harry ne voulait pas que, pour essayer de rester invisible en faisant disparaître leurs traces par magie, ils soient obligés d'entrer dans le village à la manière d'un cheval de Pantamonie. Enlevons la cape, dit-il. Voyant son air effrayé, il ajouta. Allez quoi? On a changé d'aspect. Il n'y a personne autour de nous. Il glissa la cape sous sa veste et ils poursuivirent leur chemin sans entrave. L'air glacé leur picotant le visage, tandis qu'ils passaient devant d'autres maisonnettes. L'une d'elles était peut-être celle dans laquelle James et Lily avaient autrefois vécu, ou bien celle de Bathilda. Harry regardait leur porte d'entrée, leur toit chargé de neige, leur perron, en se demandant s'il pourrait se souvenir de quelque chose. Mais elle savait au fond de lui que c'était impossible. Il avait tout juste un peu plus d'1 an lorsqu'il avait quitté cet endroit. Pour toujours. Il n'était même pas sûr qu'il lui serait possible de voir la maison. Non, dans le film, il n'y a pas de polynectar, c'est pour ça. Il y a même une réplique, je me souviens, en mode où Hermione dit mais j'aurais préféré qu'on prenne du polynectar et tout. Et lui dit non, je veux pas revenir dans mon village, dans la peau d'un inconnu, un truc comme ça. Alors que dans le livret, ils prennent du polynectar, c'est rigolo. Il ignorait ce qu'il se passait quand les dépositaires d'un sortilège de Fidelitas mouraient. Le chemin sur lequel il marchait décrivit une courbe vers la gauche, et le cœur du village leur apparut sous la forme d'une petite place. Ornée tout autour de lumières colorées, elle comportait en son centre ce qui semblait être un monument aux morts, à moitié caché par un arbre de Noël, perché sous la forme du vent. Penché sous la forme du vent, pardon. Il y avait plusieurs boutiques, une poste, un pub et une petite église dont les vitraux brillaient comme des joyaux de l'autre côté de la place. Ici, la neige était tassée. Elle était devenue dure et glissante, là où des passants l'avaient foulée toute la journée. Des villageois se croisaient devant eux, leurs silhouettes brièvement éclairées par les lumières des réverbères. Ils entendirent des éclats de rire et quelques échos d'un morceau de pop musique lorsque la porte d'un pub s'ouvrit et se referma. Puis, un chant de Noël s'éleva à l'intérieur de la petite église. « Harry, je crois que c'est la veille de Noël, dit Hermione. Ah bon? Il avait perdu la notion des dates. Il n'avait pas vu un journal depuis des semaines. J'en suis sûre, affirma Hermione, les yeux fixés sur l'église. C'est là qu'ils sont, non? Ton père et ta mère. Je vois le cimetière derrière. Harry éprouva d'une sensation qui allait au-delà de l'excitation, quelque chose qui se rapprochait davantage de la peur. À présent qu'il était si près, il se demandait si, finalement, il avait vraiment envie de voir. Peut-être Hermione savait-elle ce qu'il ressentait, car elle lui saisit la main et l'entraîna avec elle, prenant l'initiative pour la première fois. Mais lorsqu'ils furent arrivés au centre de la place, elle s'immobilisa soudain. « Harry, regarde !» Elle montrait du doigt le monument aux morts. Au moment où il s'était passé devant, il s'était transformé. Au lieu d'un obélix couvert de noms, il y avait maintenant une statue représentant 3 personnes, un homme avec des lunettes et des cheveux en bataille, une belle femme à la longue chevelure aux traits bienveillants et un bébé qu'elle portait seul dans les bras. De la neige s'était
posées sur leur tête, comme des casquettes blanches et douteuses. Harry s'approcha, contemplant le visage de ses parents. Il n'avait jamais imaginé qu'il puisse y avoir une statue. Il trouvait tellement étrange de se voir représenté dans la pierre comme un bébé heureux, sans cicatrice sur le front. Viens, dit-il, après avoir regardé la sculpture d'un ton saoul, de tout son saoul. Ils se tournèrent à nouveau vers l'église, en traversant la rue. Il jeta un regard par-dessus son épaule. La statue était redevenue un monument aux morts. Le chant de Noël s'amplifia à mesure qu'ils s'approchaient de l'église. Harry en avait la gorge serrée. Il ramenait en force dans sa mémoire les souvenirs de Poudlard, Peeves, qui vociférait des versions grossières des cantiques traditionnels en se cachant dans les armures, les 12 sapins de Noël de la grande salle, Dumbledore coiffé d'un chapeau, trouvé dans un pétard surprise, vêtu d'un pull tricoté à la main. Il y avait une porte étroite à l'entrée du cimetière. Hermione la poussa aussi silencieusement que possible, et ils se faufilèrent par l'ouverture. De chaque côté du chemin, glissant qui menait aux portes de l'église, l'épaisse couche de neige était restée vierge. Ils s'avancèrent sur la surface immaculée, creusant de profondes ornières dans leur sillage, tandis qu'ils contournaient l'édifice, attentifs à demeurer dans l'ombre des vitraux illuminés. Derrière l'église, des rangées de tombes enneigées se dressaient sous l'étendue bleu pâle du sol, parsemées d'éclats rouges, verts et or, là où les vitraux projetaient leurs reflets. La main serrée sur sa baguette dans la poche de sa veste, Harry se dirigea vers la tombe la plus proche. Regarde, quelqu'un qui s'appelait Abbott, c'est peut-être un pas éloigné d'Anna. Parle plus bas, le supplia Hermione. Ils s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans le cimetière. Leurs pas laissèrent derrière eux des traces sombres dans la neige. Ils se penchaient pour regarder les inscriptions des pierres tombales, scrutant de temps à autre l'obscurité pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Harry, là! 2 rangées de tombes les séparaient d'Hermione. Il dut revenir sur ses pas en pataugeant dans la neige. Son cœur lui martela littéralement les côtes. C'est... Non, mais regarde! Elle montra d'une pierre sombre. Harry se pencha et vit sur le granit gelé, constellé de lichens, le nom de Kendra Dumbledore. Un peu en dessous de ses dates de naissance et de mort, il était écrit « Et sa fille, Ariana ». Il y avait aussi une citation. Là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Ainsi donc, Rita Skeeter et la tante Muriel avaient raison sur certains points. Les Dumbledore avaient bel et bien vécu ici, et une partie de la famille y était morte. Voir la tombe était pire que d'entendre parler. Harry ne pouvait s'empêcher de penser que Dumbledore aurait dû lui dire qu'ils avaient tous les deux des racines profondes dans ce cimetière. Pourtant, il n'avait jamais pensé à évoquer ce point commun. Ils auraient pu visiter ce cimetière ensemble pendant un instant. Pendant un instant, Harry s'imagina venant ici avec Dumbledore. Il imaginait le lien qui se serait alors établi entre eux, et tout ce qu'il aurait signifié pour lui. Mais il semblait qu'aux yeux de Dumbledore, le fait que leur famille repose côte à côte dans le même cimetière n'était qu'une coïncidence sans importance, sans rapport peut-être avec la tâche qu'il voulait voir Harry accomplir. Hermione le regardait, et il était tout content que son visage soit caché dans l'ombre. Il lut à nouveau l'inscription sur la pierre tombale. Là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Il ne comprenait pas ce que signifiaient ces mots. C'était sûrement Dumbledore qui les avait choisis, en tant qu'aîné de la famille, après la mort de sa mère. Tu es sûr qu'il n'a jamais parlé, commença Hermione. Non, coupa sèchement Harry. Continuons à chercher, ajouta-t-il. Et il tourna les talons, en
content de n'avoir vu cette tombe. Il ne voulait pas que l'exaltation fébrile qu'il éprouvait se teinte de ressentiment. Je reviens 2 secondes, je vais ouvrir la tasse parce qu'il a envie d'aller faire pipi. Je reviens.
ouais, désolé, j'ai cru qu'il allait jamais rentrer. Alors, hop, voilà. Je suis plus bien installé maintenant. Bref. Alors, je sais plus où j'étais rendu, évidemment. Ici, s'écria de nouveau Hermione dans l'obscurité. Ah non, désolé, je croyais que c'était écrit Potter. Elle était en train de frotter une pierre moussue et délabrée qu'elle contemplait avec un petit froncement de sourcils. Harry, viens voir. Il ne voulait pas se détourner une nouvelle fois de son chemin, et ce fut à contre-cœur qu'il revint vers elle en s'enfonçant dans la neige. Quoi? Regarde ça. La tombe était très vieille, patinée par des intempéries, et Harry parvenait difficilement à déchiffrer le nom qu'elle portait. Hermione lui montra un symbole gravé au-dessous. Harry, c'est la marque du livre. Il observa attentivement l'endroit qu'elle lui indiquait. La pierre était si usée qu'on avait du mal à distinguer l'inscription, mais il semblait bien y avoir une marque triangulaire sous le nom devenu presque illisible. Ouais, c'est possible. Le mec vachement motivé. Hermione alluma sa baguette et la pointa sur la table, sur la pierre tombale. Il y a écrit Ignotus, je crois. Je vais continuer de chercher mes parents, d'accord, répliqua Harry d'un ton un peu agacé. Il se remit en chemin, la laissant accroupie auprès de la vieille tombe. De temps à autre, il reconnaissait un nom tel que Abbott, également porté par quelqu'un qu'il avait connu à Poudlard. Parfois, plusieurs générations de la même famille de sorciers étaient représentées dans les cimetières. D'après les dates, Harry voyait que la lignée s'était éteinte ou que ses actuels descendants avaient quitté Codex Holo. Il s'avança de plus en plus parmi les tombes. Chaque fois qu'il passait devant une nouvelle pierre, il sentit un petit tressaillement d'impatience mêlé d'appréhension. L'obscurité et le silence semblaient soudain plus épais. Inquiet, Harry regarda autour de lui, pensant à des détraqueurs. Il s'aperçut alors que les cantiques avaient cessé, que les conversations et les bruits de pas des fidèles s'évanouirent à mesure qu'ils retournaient à leur place. À l'intérieur de l'église, quelqu'un venait d'éteindre les lumières. Pour la troisième fois, la voix d'Hermione s'éleva dans la nuit, claire et nette, à quelques mètres de distance. Harry, ils sont là, ici. Il sut, au ton de sa voix, que, cette fois, c'était bien son père et sa mère. Il marcha vers elle en sentant un poids peser dans sa poitrine. C'était la même sensation qu'il avait éprouvée juste après la mort de Dumbledore. Un chagrin qui lui écrasait le cœur lui oppressait les poumons. La tombe était située à 2 rangées de distance derrière celle de Kendra et d'Ariana. Elle était en marbre blanc, comme celle de Dumbledore, ce qui rendait l'inscription qu'elle portait facilement lisible. Elle semblait briller dans le noir. Harry n'eut pas besoin de s'agenouiller, ni même de s'approcher très près pour distinguer ce qui était gravé dans la pierre. James Potter, né le 27 mars 1960, mort le 31 octobre 1981. Lily Potter, née le 30 janvier 1960, morte le 31 octobre 1981. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Harry lut lentement ces mots, comme si sa seule et unique chance d'en comprendre le sens, et prononça la citation à haute voix. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Une horrible pensée lui vient alors en tête, accompagnée d'une sorte de panique. Ce ne serait pas une idée de mange-mort. Pourquoi cette phrase était-elle écrite ici? Ça ne veut pas dire vaincre la mort à la manière des mange-morts, Harry, répondit Hermione d'une voix douce. Ça signifie, enfin, tu comprends, vivre au-delà de la mort, vivre après la mort. Mais ils ne vivaient plus, pensa Harry. Ils étaient partis à jamais. Les mots vides ne pouvaient
les arrêter. Elle coulait, brûlante, puis gelée sur son visage. Et d'ailleurs, à quoi bon les essuyer? À quoi bon faire semblant? Il les laissa ruisseler, les lèvres étroitement serrées, et regardait la neige épaisse qui cachait à ses yeux la tombe où gisaient les dépouilles de Lily et James, simples ossements à présent, peut-être même poussière, étrangers à la présence si proche de leur fils, si vivant, dont le cœur continuait de battre grâce à leur sacrifice. À cet instant cependant, il aurait presque souhaité dormir avec eux sous la neige. Hermione avait à nouveau pris sa main et la serrait étroitement. Il ne pouvait la regarder, mais il lui rendit son étreinte, respirant profondément, à grandes bouffées, l'air de la nuit, essayant de se reprendre, de retrouver le contrôle de lui-même. Il aurait dû leur apporter quelque chose, mais il n'y avait pas pensé, et toutes les plantes du cimetière étaient gelées, sans feuilles. Hermione leva alors sa baguette, décrivit un cercle dans les airs, et ils firent éclore devant eux une couronne de roses de Noël. Harry l'attrapa et la déposa sur la tombe de ses parents. Dès qu'il se fut relevé, il voulut s'en aller. Il n'aurait pas supporté de rester ici un instant de plus. Il passa un bras autour des épaules d'Hermione, qui le prit par la taille. Tous deux se tournèrent en silence et s'éloignèrent à travers la neige, passant devant la mère et la sœur de Dumbledore, puis, revenant vers l'église assombrie, à la porte étroite, pour l'instant hors de vue. Fin du premier chapitre de la soirée. Chapitre 17. Le secret de Bathilda. Harry, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il venait d'atteindre la tombe de la botte inconnue. Il y a quelqu'un ici. Quelqu'un nous observe, je le sens. Là-bas, près des buissons. Et ils s'immobilisèrent, serrés l'un contre l'autre, le regard fixé dans les arbres noirs qui masquaient la limite du cimetière. Harry ne voyait rien. Tu es sûr? Quelque chose a bougé, j'en jurerais. Elle s'écarta de lui pour libérer son bras et prit sa baguette. On a l'air de moldus, fit remarquer Harry. Des moldus qui viennent de déposer des fleurs sur la tombe de tes parents. Harry, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un là-bas. Harry pensa à l'histoire de la magie. Le cimetière était censé être hanté. Et si? Mais il entendit alors un bruissement et vit un petit tourbillon de neige tomber du buisson qui montrait Hermione. Les fantômes ne pouvaient pas remuer la neige. C'est un chat, dit Harry, un instant plus tard, ou un oiseau. S'il s'agissait d'un mange-mort, il nous aurait déjà tués. Mais commençons par sortir d'ici. Ensuite, on pourra remettre la cape d'invisibilité. Ils quittèrent le cimetière en jetant de fréquents coups d'œil derrière eux. Harry, qui ne se sentait pas aussi confiant qu'il l'avait prétendu pour rassurer Hermione, fut content de franchir les portes et de retrouver le trottoir glissant. Ils se couvrirent aussitôt de la cape d'invisibilité. Dans le pub, il y avait encore plus de monde qu'auparavant. À l'intérieur, des voix chantaient à nouveau les cantiques qu'ils avaient entendus en s'approchant de l'église. Pendant un instant, Harry songea à s'y réfugier, mais avant qu'il ait pu dire un mot, Hermione murmura « Allons par là !» Et elle l'entraîna le long de la rue sombre qui menait hors du village, dans la direction opposée à celle où ils étaient venus. Harry distinguait au loin un petit point où finissaient les deux rangées de maisonnettes et où le chemin bifurquait à nouveau dans la campagne. Ils marchèrent aussi vite que possible, passant devant d'autres fenêtres qui étincelaient de lumière multicolore, des sapins de Noël, dessinant leurs silhouettes sombres à travers les rideaux. « Comment allons-nous »
maison de Bathilda? Demanda Hermione qui frissonnait un peu et ne cessait de regarder par-dessus son épaule. Harry, qu'en penses-tu, Harry? Elle le tira par le bras, mais Harry ne lui prêta aucune attention. Il regardait la masse obscure qui se dessinait au bout d'une rangée de maisons. Un instant plus tard, il accéléra le pas, entraînant Hermione dont les pieds glissaient un peu sur la glace. Harry, regarde ça, Hermione. Je ne... Oh! Enfin. Le charme de Fidelitas avait dû mourir avec James et Lily. La haie laissée à l'état sauvage avait poussé en tous sens au cours des 16 années écoulées, depuis que Hagrid avait recueilli Harry parmi les décombres éparpillés dans l'herbe, si haute à présent qu'elle arrivait jusqu'à la taille. La plus grande partie du cottage était restée debout, entièrement recouverte de lierre et de neige, mais l'aile droite du dernier étage avait été détruite. C'est là que le maléfice s'était retourné contre son auteur, Harry en était sûr. Hermione et lui se tenaient devant la porte, contemplant les ruines de ce qui avait dû être une petite maison, semblable à celle qui les entourait. Je me demande pourquoi personne ne l'a jamais reconstruite, murmura Hermione. Peut-être que c'est impossible, dit Harry. Comme pour les blessures dues à la magie noire, on ne peut pas réparer les dégâts. Glissant une main sous la cape, il sortit la porte couverte de neige d'une épaisse couche de rouille. Il ne voulait pas l'ouvrir, simplement toucher quelque chose qui appartenait à la maison. Tu ne vas pas rentrer à l'intérieur, ça n'a pas l'air très sûr. Il se pourrait que... Oh, Harry, regarde! Le contact de sa main sur la porte semblait avoir provoqué le phénomène. Un écriteau s'était élevé du sol, sous leurs yeux, à travers un enchevêtrement d'orties et de mauvaises herbes, telle une étrange fleur à la croissance instantanée. En lettres d'or gravées sur le bois, on pouvait lire « En ce lieu, dans la nuit du 31 octobre 1981, Lily et James Potter perdirent la vie. Leur fils Harry demeure le seul sorcier qui ait jamais survécu au sortilège de la mort. Cette maison, invisible moldue, a été laissée dans son état de ruine comme un monument à la mémoire des Potter. Et pour rappeler la violence qui a déchiré cette famille. Tout autour de ces mots soigneusement tracés, des inscriptions avaient été ajoutées par d'autres sorcières et sorciers venus voir l'emplacement où le survivant avait échappé à la mort. Certains avaient simplement signé leur nom en encres éternelles, d'autres avaient gravé leurs initiales dans le bois, d'autres encore avaient écrit des messages. Les plus récents, dont l'éclat tranché avec les autres graffitis magiques accumulés depuis 16 ans, exprimaient des pensées semblables. Bonne chance, Harry, où que tu sois. Si tu lis ceci, Harry, sache que nous sommes tous derrière toi. Vive Harry Potter. Il n'aurait pas dû écrire sur la pancarte, s'indigna Hermione. Mais Harry la regarda avec un sourire rayonnant. Au contraire, c'est une idée formidable. J'en suis ravi qu'il l'ait fait. Il s'interrompit. Une silhouette emmitouflée jusqu'au cou avançait vers eux d'un pas vacillant, le long de l'allée, ses contours découpés par les lumières qui étincelaient au long sur la place du village. Bien qu'il fût difficile d'en juger, Harry pensait qu'il s'agissait d'une femme. Elle se déplaçait lentement, ayant peut-être peur de glisser sur le sol neigeux. Son dos voûté, sa corpulence, sa démarche traînante, tout donnait l'impression qu'elle était d'un âge extrêmement avancé. Silencieux, il la regardait s'approcher. Harry attendait de voir si elle allait bifurquer vers l'un des cottages devant lequel elle passait, mais il sut instinctivement que ce ne serait pas le cas. Elle s'arrêta enfin à quelques mètres et resta face à eux, au milieu du chemin au sol gelé. Harry n'avait pas besoin qu'Hermione lui pince le bras. Il n'y avait pratiquement aucune chance pour
pour que cette femme soit une moldue. Elle se tenait là, les yeux fixés sur une maison qui aurait dû être totalement invisible si elle n'avait pas su. Si elle n'avait pas été une sorcière, pardon. Mais même en admettant qu'elle en fût une, c'était un étrange comportement que de sortir par une nuit si froide pour venir simplement contempler une vieille ruine. Selon toutes les règles de la magie classique, elle n'aurait pas dû les voir, Hermione et lui. Pourtant, Harry eut la très étrange impression qu'elle percevait leur présence et savait aussi qui ils étaient. Alors qu'il s'en arrivait à toute cette troublante conclusion, elle leva une main gantée et leur fit signe. Sous la cape, Hermione se serra contre Harry, pressant son bras contre le sien. Comment sait-elle? Il hocha la tête. La femme leur fit un nouveau signe, d'un geste plus vigoureux. Harry avait de bonnes raisons de ne pas obéir à cet appel. Mais plus leur face-à-face se prolongeait dans la rue déserte, moins il avait de doutes sur son identité. Était-il possible qu'elle les eût entendus tout au long de ces derniers mois, tout au long de ces derniers mois, que Dumbledore lui ait demandé d'attendre en lui assurant que Harry finirait par venir? N'était-ce pas elle qu'elles avaient vu bouger dans les ombres du cimetière et qui les avait suivis jusqu'ici? Sa faculté même de sentir leur présence laissait supposer un bon à la Dumbledore qu'il n'avait jamais vu se manifester auparavant. Enfin, Harry parla, ce qui fit sursauter Hermione. « Est-ce vous, Bathilda ?» La silhouette emmitouflée acquiesça d'un hochement de tête et leur adressa un nouveau signe de la main. Sous la cape, Harry et Hermione échangèrent un regard. Harry haussa les sourcils d'un air interrogateur et Hermione répondit d'un petit mouvement de tête nerveux. « Merci beaucoup pour le nouveau follow. Bienvenue à toi. Installe-toi bien, Anox. Suite. » Ils avancèrent alors vers la en pivotant aussitôt sur ses talons et revint sur ses pas d'une démarche chancelante. Elle passa devant plusieurs maisons, puis bifurqua vers un portail. Ils la suivirent le long d'une allée qui traversait un jardin presque aussi touffu que celui qu'ils venaient de quitter. Elle remua maladroitement une clé dans la serrure de la porte qu'elle finit par ouvrir et recula d'un pas pour les laisser entrer. Elle ne sentait pas très bon, ou peut-être était-ce la maison. Harry fonça le nez lorsqu'ils se faufilèrent devant elle et ôtèrent leur cape. À présent qu'ils étaient à côté d'elle, il vit à quel point elle était petite. Courbée bas, elle lui arrivait à peine la poitrine. Elle referma la porte derrière eux, les jointures de ses mains bleuâtres et marbrées se détachant contre les peintures égayées. Puis, elle se tourna vers Harry et le regarda bien en face. Ses yeux étaient obscurcis par la cataracte et s'enfonçaient dans les plis de sa peau diffâme. Son visage tout entier était constellé de petits vaisseaux éclatés et de taches de vieillesse. Il se demanda si elle était capable de le voir ainsi peu que ce soit. Et même si elle l'avait pu, elle n'aurait distingué que le moldu, dont il avait volé l'apparence. L'odeur de grand âge, de poussière, de vêtements sales et d'aliments gâtés s'intensifia lorsqu'elle ôta son châle noir mangé au mythe, révélant une tête aux cheveux blancs et rares sous lequel on voyait nettement la peau du crâne. « Bathilda » répéta Harry. Elle acquiesça d'un nouveau signe de tête. Harry prit conscience de la présence du médaillon contre sa poitrine. La chose qui, parfois battait, palpitait à l'intérieur s'était réveillée. Il perceva ses pulsations à travers l'or froid. Le médaillon savait-il, sentait-il ce qu'il allait être détruit. Bathilda passa devant eux d'un pas traînant, repoussant Hermione comme si elle ne l'avait pas vue, et disparut dans ce qui paraissait être un salon. « Harry, je ne sais pas si nous avons eu raison, dit Hermione dans un souffle. Tu as vu comment elle est minuscule. Je crois que nous n'aurions pas de mal à la neutraliser si nécessaire. » Répondit Harry. « Écoute, j'aurais dû te le dire. Elle n'a plus toute sa tête,
Muriel a dit qu'elle était gaga. Venez, appela Mathilda dans la pièce voisine. Hermione sursauta et s'agrippa auprès de Harry. Tout va bien, lui dit-il d'un ton rassurant. Et il l'entraîna dans le salon. Mathilda faisait le tour de la pièce d'un pas vacillant pour allumer des chandelles, mais l'endroit restait sombre, sans parler de l'extrême saleté. Une épaisse poussière craquait sous leurs pieds, et le nez de Harry détecta, derrière l'odeur d'humidité et de moisi, quelque chose de pire, comme de la viande pourrie. Il se demanda quand, pour la dernière fois, quelqu'un était venu vérifier comment Mathilda se débrouillait toute seule. Elle semblait avoir oublié qu'elle-même était capable d'utiliser la magie, car elle allumait maladroitement les chandelles à la main, sa manchette en dentelle qui pendait sous son poignet, menaçant à tout moment de prendre feu. « Laissez-moi faire, proposa Harry, et lui prit les allumettes des mains. Elle resta là, debout, à regarder allumer du bout des chandelles collées dans des soucoupes un peu partout autour de la pièce, en équilibre précaire sur des piles de livres et des desserts encombrés de tasses craquelées, couvertes de moisissures. La dernière chandelle était posée sur une commode arrondie où se trouvait également toute une série de photos. Et coucou, bienvenue. Lorsque la flamme jaillit, son reflet dansa dans les cadres d'argent au vert poussiéreux. Harry perçut quelques infimes mouvements sur les images, pendant que Mathilda fouillait maladroitement dans les bûches pour préparer du feu. Il marmonna « Tergeo ». La poussière se dissipa et il vit aussitôt qu'une demi-douzaine de photos manquaient dans les cadres les plus grands et les plus ornementés. Il se demanda si c'était Mathilda ou quelqu'un d'autre qui les avait enlevées. Une photo placée à l'arrière de la collection attira alors son regard et il la prit pour la regarder de plus près. Elle représentait le voleur aux cheveux d'or et au visage réjoui, le jeune homme qu'il avait vu perché sur le rebord de la fenêtre de Gregorovitch. Dans son cadre d'argent, il souriait nonchalamment à Harry, et tout à coup, il se rappela où il l'avait déjà vu, dans Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, en compagnie de Dumbledore adolescent, tous deux se tenant par les épaules. Sans doute était-ce là que se trouvaient les photos manquantes dans le livre de Rita. Miss Tourdesac, dit-il d'une voix légèrement tremblante. Qui est ce garçon? Mathilda, debout au milieu de la pièce, regardait Hermione allumer le feu à sa place. Miss Tourdesac, répéta Harry. Il s'avança vers elle, la photo à la main, tandis que les flammes s'animaient dans la cheminée. Mathilda leva la tête au son de sa voix, et elle sentit l'Horcrux battre plus fort contre sa poitrine. Qui est cette personne? Demanda Harry, en lui tendant la photo. Elle la regarda d'un air grave, puis leva à nouveau les yeux vers Harry. Vous savez qui c'est? Insista-t-il d'une voix plus lente et plus sonore qu'à l'ordinaire. Cet homme, vous le connaissez. Comment s'appelle-t-il? Mathilda avait le regard vague. Harry éprouva une terrible frustration. Comment Rita Skeeter avait-elle réussi à la faire parler? Qui est cet homme? Répéta Harry d'une voix forte. Harry, qu'est-ce que tu fabriques? Interrogea Hermione. La photo, Hermione. C'est le voleur qui a dérobé quelque chose à Gregorovitch. S'il vous plaît, reprit-il à l'adresse de Mathilda. Qui est-ce? Mais elle se contenta de l'observer en silence. Pourquoi vous nous avez demandé de venir avec vous, Mrs. Tourdesac? Demanda Hermione qui haussa également la voix. Aviez-vous quelque chose à nous dire? Sans le moindre signe indiquant qu'elle avait entendu Hermione, Mathilda s'approcha un peu plus de Harry. D'un petit mouvement sec de la tête, elle regardait vers le couloir. « Vous voulez qu'on s'en aille ?» demanda-t-il. Elle répéta son geste, pointant cette fois un doigt vers lui, puis vers elle-même, et enfin vers le plafond. « Ah, très bien. Hermione, je crois qu'elle veut que je monte là-haut avec elle.
allons-y. Mais lorsqu'elle se dirigea vers la porte, Bathilda hocha la tête avec une vigueur surprenante, pointa le doigt une fois de plus sur Harry, puis sur elle-même. Elle veut que je vienne seule. Pourquoi? S'étonna Hermione. Sa voix résonna, claire et forte, dans la pièce éclairée par la lueur des chandelles. La vieille dame, réagissant à ce bruit soudain, secoua un peu la tête. Peut-être que Dumbledore lui a dit de ne me confier l'épée qu'à moi et à moi seul. Tu crois vraiment qu'elle sait qui tu es? Pardon, ça m'a fait rire. Oui, répondit Harry, en regardant les yeux laiteux fixés sur lui. Je crois que oui. Bon. D'accord, mais fais vite, Harry. Je vous suis, dit-il à Bathilda. Elle sembla comprendre car elle le contourna et de son pas traînant et se dirigea vers la porte. Harry jeta un regard vers Hermione en lui adressant un sourire rassurant, mais il n'était pas certain qu'elle l'ait vu. Elle se tenait immobile, les bras serrés contre elle au milieu de ce décor sordide, à la lueur vacillante des chandelles, en regardant la bibliothèque. Lorsque Harry quitta la pièce, il profita de ce que ni Bathilda ni Hermione ne le voyaient pour glisser dans une poche intérieure de sa veste la photo du voleur inconnu dans son cadre d'argent. L'escalier était étroit et raide. Harry fut presque tenté de poser les mains sur le large postérieur de Bathilda pour s'assurer qu'elle n'allait pas basculer en arrière et tomber sur lui, ce qui paraissait très probable. Lentement, la respiration un peu sifflante, elle grimpa les marches jusqu'au palier supérieur, tourna tout de suite à droite et l'emmena dans une chambre au plafond bas. L'obscurité était totale et l'odeur abominable. Harry eut le temps d'apercevoir un bout de chambre qui dépassait dessous un lit avant que Bathilda referme la porte et que cette vision fugitive soit engloutie dans les ténèbres. Lumos, dit Harry. Sa baguette magique s'alluma et il sursauta. Pendant les quelques secondes où la pièce avait été plongée dans le noir, Bathilda s'était rapprochée de lui sans qu'il ne l'entende. « Vous êtes Potter » murmura-t-elle. « Oui. » Elle hocha la tête avec lenteur et gravité. Harry sentit l'Horcrux battre encore plus vite que son propre cœur. C'était une sensation désagréable, troublante. « Avez-vous quelque chose pour moi » demanda-t-il. Mais elle semblait distraite par la lumière de sa baguette magique. « Avez-vous quelque chose pour moi » répéta-t-il. Elle ferma les yeux, et plusieurs phénomènes se produisirent simultanément. La cicatrice de Harry le brûla. L'Horcrux se mit à palpiter avec une telle force qu'il souleva l'étoffe de son pullover, et la pièce sombre, fétide, se volatilisa momentanément. Il ressentit alors une joie soudaine, et parla d'une voix aiguë, glacée. « Attrape-le » Harry vacilla. La pièce obscure et malodorante sembla se refermer à nouveau autour de lui. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de se passer. « Avez-vous quelque chose pour moi » demanda-t-il pour la troisième fois, d'une voix beaucoup plus sonore. « Là-bas » murmura-t-elle en désignant un coin de la pièce. Harry brandit sa baguette et distingua les contours d'une coiffeuse surchargée sous la fenêtre au rideau fermé. Cette fois, elle ne passa pas devant lui pour le guider. Harry se faufila entre Bathilda et le lit défait, sa baguette levée. Il ne voulait pas la quitter du regard. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il lorsqu'il arriva devant la coiffeuse sur laquelle s'entassait le linge sale et malodorant. « Là » dit-elle, en montrant le tas informe. Pendant un instant où il détourna la tête pour scruter les vêtements enchevêtrés, cherchant des yeux une poignée d'épée ou un rubis, elle fit un étrange mouvement. Il l'aperçut du coin de l'œil et se figea d'horreur quand il vit le vieux corps s'effondrer et un long serpent en jaillir au niveau du cou. Le serpent frappa au moment où Harry brandissait sa baguette qui fut projetée par le plafond, avec la force d'une morsure qu'il sentit dans son avant-bras.
Sa lumière tournoya à travers la pièce dans un mouvement à donner le tournis, puis s'éteignit. D'un coup puissant, la queue du reptile l'atteignit alors au ventre, lui coupant le souffle, et il tomba en arrière, en plein sur la coiffeuse, au milieu d'un tas de vêtements crasseux. Harry pivota sur le côté, évitant de justesse un nouveau coup de queue qui s'abattit sur la coiffeuse, à l'endroit où elle s'était trouvée un instant auparavant. Le verre à la surface du meuble vola. Une pluie d'éclats qui retombèrent sur Harry alors qu'il roulait sur le sol. À l'étage inférieur, il entendit la voix d'Hermione appeler « Harry !» Il ne parvenait pas à faire entrer suffisamment d'air dans ses poumons pour lui répondre. Une masse lourde et lisse l'écrasa sur le plancher, et il la sentit glisser sur lui, puissante, musculeuse. « Non » attela-t-il, cloué au sol. « Si » murmura la voix, « si, t'attraper, t'attraper. Accio, Accio baguette. » Mais rien ne se produisit. Il n'avait besoin de ses mains pour essayer de repousser le serpent qui s'enroulait autour de son torse, vidait l'air de ses poumons, enfonçait profondément l'Horcrux dans sa poitrine, tel un cercle glacé, frémissant de vie, à quelques centimètres de son cœur qui battait frénétiquement. Son cerveau fut balayé par une lumière blanche et froide, toutes ses pensées occultées, son propre souffle noyé, des bruits de pas lointains parvenaient à ses oreilles, tout s'évanouissant autour de lui. Un cœur de métal palpitait avec force contre sa poitrine, et à présent, il volait, volait, empli d'une sensation de triomphe, sans l'aide d'un balai ni d'un sombral. Il se réveilla brusquement dans une obscurité pestilentielle. Nagini l'avait relâché. Harry se releva précipitamment et vit la silhouette du serpent se découper contre la lumière du couloir. Le reptile frappa et Hermione plongea sur le côté en poussant un hurlement. Le sortilège qu'elle avait lancé, détourné de sa trajectoire, s'écrasant contre la fenêtre aux rideaux fermés dont les vitres se fracassèrent. Un air glacé se répandit dans la pièce tandis que Harry se baissait pour éviter une nouvelle pluie de verre brisé. Son pied glissa alors sur un objet en forme de crayon, sa baguette. Il se pencha et s'en saisit, mais le serpent, à présent, emplissait toute la pièce. Sa queue battait l'air avec violence. Hermione avait disparu de son champ de vision, et pendant un instant, Harry craignit le pire, mais il eut soudain une forte détonation et un éclair de lumière rouge. Le serpent se dressa dans les airs, heurtant brutalement au passage le visage de Harry, ses puissants anneaux s'élevant l'un après l'autre jusqu'au plafond. Harry brandit à nouveau sa baguette, mais au moment même sa cicatrice le brûla plus douloureusement, plus intensément qu'elle ne l'avait fait depuis des années. « Il vient! Hermione, il vient !» Alors qu'il hurlait aussi, le serpent s'abattit dans un sifflement sauvage. Tout ne fut plus que chaos. Il arracha les étagères du mur et de la porcelaine pulvérisée vola dans tous les sens, pendant que Harry bondissait par-dessus le lit et saisit la forme sombre d'Hermione. Elle hurla de douleur lorsqu'il la tira en arrière, en travers du lit. Le serpent se dressa à nouveau, mais Harry savait que quelqu'un de plus redoutable que le reptile arrivait, quelqu'un qui se trouvait peut-être déjà à la porte du jardin. Sa cicatrice le faisait tellement souffrir que sa tête semblait sur le point de se fendre en deux. Le serpent plongea à l'instant où il bondissait en avant, entraînant Hermione avec lui. Quand le reptile frappa, Hermione hurla « Confringo !» Le sortilège vola tout autour de la pièce, fracassant le miroir de l'armoire et ricocha vers eux, et en rebondissant du sol au plafond. Harry sentit la chaleur du maléfice lui brûler le dos de la main. Un morceau de fer lui entaillait la joue, tandis que, tirant Hermione derrière lui, il sautait du lit jusqu'à la coiffeuse détruite, puis se jetait dans le vide par la fenêtre défoncée. Le hurlement d'Hermione résonnant dans la nuit, leur corps tournoyant dans les airs. Sa cicatrice sembla exploser, et il fut à nouveau Voldemort. Il traversa en courant la chambre fétide, ses longues mains blanches
blanche s'agrippant au rebord de la fenêtre lorsqu'il vit l'homme au crâne dégarni et la petite femme tourner sur eux-mêmes et disparaître. Il hurla de rage. Son cri se mêla à celui que poussait la fille et retentit dans le jardin sombre, dominant le tintement des cloches de l'église qui célébrait Noël. Et son cri était celui de Harry, sa douleur, la douleur de Harry. Que cela puisse se produire en ce lieu, là où c'était déjà arrivé auparavant, à proximité de la maison où il avait failli savoir ce que mourir signifiait. Mourir. La douleur était si atroce, lui déchirait le corps. Mais il n'avait plus de corps, alors pourquoi sa tête lui faisait-elle si mal? S'il était mort, comment pouvait-il éprouver cette douleur si insupportable? N'était-elle pas censée, avec la mort, n'allait-elle pas disparaître? Dans la nuit humide et ventueuse, deux enfants déguisés en citrouilles traversaient la place d'une démarche chaloupée. Les vitrines des magasins étaient couvertes d'araignées en papier. On voyait partout les ornements de pacotille dont les moldus se servaient pour évoquer un monde de sorciers auquel ils ne croyaient pas. Ils marchaient d'un pas souple, avec cette détermination, cette puissance, cette certitude d'avoir raison, qu'il éprouvait toujours en semblables circonstances. Ce n'était pas de la colère, il fallait laisser cela aux âmes plus faibles que la sienne, mais une sensation de triomphe, oui. Il avait attendu ce moment, il l'avait espéré. Joli déguisement, monsieur. Il vit le sourire de l'enfant s'effacer lorsque celui-ci fut suffisamment prêt pour regarder sous le capuchon de la cape. Il vit la peur assombrir son visage maquillé. Puis, l'enfant fit volte-face et s'enfuit en courant. Sous la robe, il tourna sa baguette entre ses doigts. Un simple mouvement, et l'enfant ne retournerait jamais auprès de sa mère. Mais c'était inutile, tout à fait inutile. Il s'engagea dans une autre rue plus sombre. À présent, enfin, sa destination était en vue. Le sortilège de Fidelitas brisé, mais eux ne le savaient pas. Il faisait encore moins de bruit que les feuilles mortes qui glissaient sur le trottoir lorsqu'il parvint à la hauteur de la haie au feuillage sombre et jeta un coup d'œil par-dessus. Il n'avait pas fermé les rideaux. Il les voyait nettement dans leur petit salon. L'homme de haute taille, avec ses lunettes et ses cheveux bruns, faisant jaillir du bout de sa baguette des volutes de fumée colorées pour amuser le petit garçon en pyjama bleu, aux cheveux aussi bruns que ceux de son père. L'enfant riait et essayait d'attraper la fumée, de l'enfermer dans ses petits poings. Une porte s'ouvrit et la mère entra. Elle prononça des paroles qu'il ne pouvait entendre. Ses cheveux, roux foncés, lui tombant sur le visage. Le père, à présent, avait pris l'enfant dans ses bras et le tendait à sa mère. Il jeta sa baguette sur le canapé, puis s'étira en bâillant. La porte du jardin grinça un peu lorsqu'il la poussa, mais James Potter ne l'entendit pas. Sa main blanche sortit la baguette magique de sous sa cape et la pointa vers la porte de la maison, qui s'ouvrit à la volée. Il avait franchi le seuil quand James arriva en courant dans le hall. C'était facile, trop facile. Il n'avait même pas pensé à récupérer sa baguette. Lily, prends Harry et va-t'en. C'est lui. Va-t'en. Cours, je vais le retenir. Le retenir sans baguette à la main, il éclata de rire avant de jeter le sort. Avada Kedavra. La lumière verte emplit le hall exigu. Elle s'éclaira le landau rangé contre le mur. Elle se refléta sur les barreaux de la rampe d'escalier qui étincelèrent comme des paratonnerres frappés par la foudre de James, et James Potter tomba. Telle une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il entendait crier la femme à l'étage. Elle était prise au piège, mais si elle se montrait raisonnable, elle, au moins, n'avait rien à craindre. Il monta les marches, écoutant avec un léger amusement ses efforts pour se barricader. Elle non plus n'avait pas de baguette là-haut.
Mais ils étaient stupides, trop confiants, pensant que leur sécurité était garantie par leurs amis, qu'on pouvait se séparer de ses amis, de ses armes, ne serait-ce que quelques instants. D'un petit coup de baguette nonchalant, il força la porte, repoussa la chaise et les boîtes hâtement entassées pour essayer de le bloquer. Et elle était là, tenant l'enfant contre elle. Lorsqu'elle le vit, elle laissa tomber son fils dans le petit lit derrière elle et écarta les bras, comme si cela pouvait l'aider, comme si en cachant le bébé à sa vue, elle espérait qu'il la choisirait elle plutôt que lui. « Pas Harry, pas, je vous en supplie, pas lui. Pousse-toi, espèce d'idiote. Allez, pousse-toi. » « Non, pas Harry, je vous en supplie. Tuez-moi si vous voulez, tuez-moi à sa place. C'est mon dernier avertissement. » « Non, pas Harry, je vous en supplie. Ayez pitié, pas Harry. Pas Harry, je vous en supplie. Je ferai ce que vous voudrez. Pousse-toi, idiote, allez, pousse-toi. » Il aurait pu l'écarter de force du berceau, mais il semblait plus prudent d'en finir avec tout le monde. Un nouvel éclair de lumière verte illumina la pièce, et elle tomba comme son mari. L'enfant n'avait pas du tout pleuré pendant tout ce temps. Il parvenait à tenir debout, accroché au barreau de son petit lit, et regardait le visage de l'intrus d'un air radieux et intéressé, pensant peut-être que c'était son père qui se cachait sous la cape et faisait jaillir d'autres lumières de sa baguette, que sa mère se releverait d'un instant à l'autre en riant. Il pointa soigneusement la baguette magique sur la tête de l'enfant. Il attendait ce moment, la destruction de ce danger unique, inexplicable. Le petit garçon se mit à pleurer. Il venait de se rendre compte que ce n'était pas James. Il n'aimait pas l'entendre pleurer. Il n'avait jamais supporté les cris et les gémissements des tout-petits à l'orphelinat. Avada Kedavra. Il fut alors brisé. Il n'était plus rien que douleur et terreur. Et il devait se cacher. Non, pas ici, dans les ruines de la maison détruite où l'enfant hurlait, pris au piège, mais loin, très loin. Non, gémit-il. Le serpent pourrissait sur le sol crasseux, recouvert de débris. Et il avait tué le garçon, et pourtant il était ce garçon. Non. Il se tenait à présent devant la fenêtre fracassée de la maison de Mathilda, plongé dans le souvenir de la plus grande perte qu'il eût jamais subie, et à ses pieds, le grand serpent ondulait sur les éclats de verre et de porcelaine cassés. Il baissa alors les yeux et vit quelque chose d'incroyable. Non. Harry, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il se pencha et ramassa la photo dans son cadre brisé. C'était lui, le voleur inconnu, le voleur qu'il cherchait. Non, je l'ai laissé tomber. Harry, tout va bien, réveille-toi. Il était Harry, pas Voldemort. Et ce qu'il entendait bruire n'était pas un serpent. Il ouvrit les yeux. Harry, murmura Hermione, tu te sens bien? Oui, m'en dit-il. Il était dans la tente, étendu sur la couchette inférieure de l'un des lits superposés, sous une pile de couvertures. Il devinait l'aube proche enchée par le silence et à la lumière froide mate qu'il percevait à travers la toile du toit. Il était trempé de sueur et il la sentait sur les draps et les couvertures. On a réussi à s'échapper. Oui, dit Hermione. J'ai dû utiliser un sortilège de lévitation pour te remettre au lit. Je n'arrivais pas à te soulever. Tu as été très... Des ombres violettes se dessinaient sous les yeux marrons d'Hermione qu'elle remarquait une petite éponge dans sa main. Elle lui avait essuyé le visage. Tu as été malade, acheva-t-elle. Très malade. Il y a combien de temps que nous nous sommes enfuis? Des heures. C'est presque le matin. Et j'ai été... quoi, inconscient? Pas exactement, répondit Hermione gênée. Tu criais, tu gémissais, des choses, ajouta-t-elle d'un ton qui mit Harry mal à l'aise.
qu'avait-il fait? Hurler des formules de maléfices comme Voldemort, pleurer comme le bébé dans son lit d'enfant. Je n'arrivais pas à t'enlever l'Orcrux, dit Hermione. Il devinait qu'elle voulait changer de sujet. Il était collé à ta poitrine. Il a laissé une marque, je suis désolée. J'ai été obligée de jeter un sortilège de découpe pour le détacher. Le serpent a mordu aussi. Mais j'ai nettoyé la plaie et j'y ai mis du dictame. Il remonta son t-shirt humide de sueur et regarda. Il y avait, à l'endroit de son cœur, une ovale écarlate, là où le médaillon l'avait brûlé. Il vit aussi des traces de crochets à moitié guéris sur son avant-bras. Où as-tu mis l'Orcrux? Dans mon sac. Je crois qu'il vaut mieux ne plus le porter pendant un certain temps. Il tomba sur ses oreillers et observa le visage grisâtre aux traits tirés d'Hermione. Nous n'aurions pas dû aller à Godric Hollow. C'est ma faute. Tout est ma faute, Hermione, je suis désolée. Non, ce n'est pas ta faute. Moi aussi, je voulais y aller. Je pensais vraiment que Dumbledore aurait pu laisser l'épée là-bas pour que tu viennes la chercher. Oui, eh ben, nous nous sommes trompés. Que s'est-il passé, Harry? Que s'est-il passé quand elle t'a emmené là-haut? Est-ce que le serpent se cachait quelque part? Il l'a tué et t'a attaqué ensuite? Non, répondit-il. C'était elle, le serpent. Ou le serpent était elle, depuis le début. Quoi? Il ferma les yeux. Il sentit encore sur lui l'odeur de la maison de Bathilda, une odeur qui ressentait ses souvenirs horriblement vivants. Bathilda avait sans doute dû mourir depuis un certain temps. Le serpent était en elle. Tu sais qui l'avait placé là, à Godric Hollow, pour qu'il m'attende. Tu avais raison. Il savait que je reviendrais. Le serpent était en elle. Il rouvrit les yeux. Hermione paraissait dégoûtée. Lupin nous a dit que nous aurions à affronter une forme de magie impossible à imaginer, reprit Harry. Elle ne voulait pas parler devant toi, parce qu'elle s'exprimait en fourche-langue, uniquement en fourche-langue. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais moi, bien sûr, je pouvais la comprendre. Une fois que nous sommes montés dans la chambre, le serpent a envoyé un message à tu sais qui. J'ai tout entendu dans ma tête. Je l'ai senti surexcité. Il a ordonné de m'attraper et ensuite... Il se souvient du serpent qui sortait du cou de Bathilda. Hermione n'avait pas besoin de connaître les détails. Elle s'est transformée. Elle s'est transformée en serpent et elle m'a attaqué. Il regardait la trace de morsure. Ce n'était pas pour me tuer, simplement pour me garder là jusqu'à l'arrivée de tu sais qui. Si seulement il avait réussi à tuer le serpent, toute cette expédition aurait valu la peine. Profondément écœuré, il se redressa et rejeta les couvertures. Harry, non, il faut absolument que tu te reposes. C'est toi qui as besoin de dormir, ne le prends pas. Mais tu as une mine épouvantable. Moi je vais très bien, je vais monter la garde. Où est ma baguette? Elle ne répondit pas, se contentant de le regarder. Où est ma baguette, Hermione? Elle se mordait la lèvre et des larmes lui montèrent aux yeux. Harry, où est ma baguette? Elle tendit la main par terre près du lit et la lui donna. La baguette, en bois de houx et plume de phénix, était presque coupée en deux. Un fragile filament de plume maintenait les deux parties attachées. Le bois s'était complètement cassé en deux morceaux. Harry prit la baguette entre ses mains, comme s'il s'était agi d'un être vivant qui avait subi une terrible blessure. Il n'arrivait pas à réfléchir posément. Tout n'était plus qu'un mélange confus de peur, de panique. Il tendit la baguette à Hermione. Harry, par là, s'il te plaît. Harry, je ne pense pas que c'est comme ça. S'il te plaît, Hermione, essaie. Harry, par où? Le morceau pendant de la baguette se rattacha à l'autre partie. Harry se leva. Lumos. La baguette produisit quelques faibles étincelles, puis s'éteignit. Harry la pointa sur Hermione. Expelliarmus. Une petite secousse fit remuer la baguette magique d'Hermione, mais elle resta dans sa main.
en deux. Il la contempla effaré, incapable d'admettre ce qu'il voyait, la baguette qui avait traversé tant d'épreuves. Et coucou, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow, installe-toi bien. Harry, murmura Hermione, à voix si basse qu'il l'entendit à peine. Je suis vraiment navré. Je crois que c'est à cause de moi. Quand nous avons fui, le serpent nous attaquait et j'ai jeté un maléfice explosif qui a rebondi dans tous les sens. Et il a dû l'atteindre. C'était un accident, dit machinalement Harry. Il se sentait vide, assommé. On trouvera un moyen de la réparer. Harry, je crois que c'est impossible, répondit Hermione, des larmes coulant sur son visage. Tu te souviens de Ron quand il a cassé sa baguette, le jour où la voiture s'est écrasée dans l'arbre. Elle n'a plus jamais été comme avant. Il a dû en prendre une nouvelle. Harry pensa à Ollivander, enlevé et séquestré par Voldemort. Il pensa à Gregorovitch qui était mort. Comment allait-il se procurer une nouvelle baguette? Eh bien, dit-il d'un ton faussement détaché, je vais t'emprunter la tienne pendant que je monterai la garde. Le visage luisant de larmes, Hermione lui tendit sa propre baguette, et il la laissa assise à côté du lit, n'ayant plus d'autre désir que de s'éloigner d'elle. Et voilà les loups. On s'est fini pour aujourd'hui malheureusement, mais la suite la semaine prochaine bien sûr, parce que dimanche je peux pas faire la SMR parce que je me lève à 4 h du matin, enfin non. Je commence je crois le taf à 4 h du matin, donc ça va être compliqué de faire une petite ASMR la nuit quoi, voilà. Donc je vais pas faire de raid, je suis désolé pour pas, voilà, de nouveaux follow qui viennent juste d'arriver, désolé. Mais vous aurez la suite du coup mardi prochain si je dis pas de bêtises. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez le planning. C'est là que je poste le planning, on va dire, plus sérieux que celui de Twitch qui est mis à jour tous les je sais pas combien de temps quand j'ai le temps quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais tout plein de bisous. À la suite.